Et si, derrière l'incroyable diversité des cultures africaines, se cachait en réalité une seule et même origine? C'est la théorie assez révolutionnaire du savant Cheikh Anta Diop. Son travail a complètement changé notre façon de voir l'histoire du continent, et c'est justement ça qu'on va explorer ensemble. La question de départ, elle a l'air simple, mais en fait, elle est immense. Quand on voit cette mosaïque incroyable de peuples, de langues, de traditions, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une seule culture africaine? Eh bien, c'est exactement le défi que Cheikh Anta Diop a voulu relever. Il était convaincu qu'au-delà des apparences, il y a bien une unité très très profonde. Pour nous prouver ça, Diop s'appuie sur plusieurs grands arguments, des piliers en quelque sorte. On va commencer par l'origine égyptienne commune, ensuite on verra le rôle du matriarcat, puis la vision bien particulière de la royauté, et on finira par les liens dans la langue et la pensée. On va suivre son raisonnement étape par étape. Allez, on plonge direct dans le cœur du sujet. Pour Diop, le point de départ de tout, c'est une origine commune. Et attention, pas n'importe laquelle, l'Égypte des pharaons. Son concept clé, c'est ce qu'il appelle le socle commun. Et là, on ne parle pas de quelques petites ressemblances superficielles. Non, on parle d'une vraie structure mentale et culturelle partagée par tous les peuples d'Afrique noire. Et pour lui, il n'y a aucun doute, cette civilisation mère, la source de tout, c'est l'Égypte pharaonique, qu'il affirme être une civilisation nègre. Cette phrase est extrêmement forte. Elle résume toute sa pensée. En gros, ce qu'il dit, c'est que toutes les structures sociales, politiques ou même religieuses qu'on retrouve sur le continent ne sont, au final, que des variations d'un même modèle de base, ce fameux moule égyptien. L'Égypte serait la matrice originelle. Ok, premier grand pilier de sa démonstration, l'organisation de la société et la place des femmes, ce qu'il appelle le matriarcat. Pour Diop, c'est un marqueur essentiel de cette unité africaine. Alors là, c'est super intéressant parce que Diop ne fait pas que décrire. Il oppose vraiment deux visions du monde. D'un côté, le modèle africain, hérité de l'Égypte, qui serait matriarcal. La filiation se fait par la mère, la femme a un statut respecté, c'est une société plutôt stable et agricole. Et de l'autre, il place le modèle indo-européen, patriarcal, nomade, guerrier. C'est un vrai face-à-face entre deux civilisations. Et attention, ce matriarcat, ce n'est pas juste un symbole. Ça a des conséquences politiques très concrètes. Les femmes avaient un rôle actif, et même décisif. Des figures comme la Linguère au Sénégal ou la Candace en Éthiopie n'étaient pas juste des conseillères. Leurs paroles pouvaient littéralement faire ou défaire un roi. En fait, c'est la transmission du pouvoir par la lignée des femmes qui garantissait la légitimité même du souverain. Deuxième pilier maintenant, la conception du pouvoir et de l'État. Et là encore, selon Diop, l'héritage de l'Égypte est absolument partout. On s'imagine souvent le souverain africain comme un chef de guerre. En fait, pas du tout. C'est ce qu'on appelle un roi-prêtre. Son rôle principal n'est pas militaire, il est spirituel. C'est lui qui fait le lien entre les humains et les dieux. C'est le garant de l'équilibre cosmique, celui qui doit s'assurer qu'il y aura de bonnes récoltes, que le royaume sera prospère. Sa mission est bien plus grande que la simple guerre. Et cette fonction sacrée mène à une pratique qui peut nous sembler incroyable aujourd'hui, la mise à mort rituelle du roi. Imaginez, une grande famine ou une défaite militaire frappe le royaume. Pour les gens de l'époque, le message était clair. Le roi a perdu la connexion avec les dieux. Il est devenu faible et donc dangereux. Il fallait alors le remplacer rituellement par un successeur plus vigoureux pour rétablir l'harmonie. C'est une pratique qu'on retrouve en Égypte et dans de nombreuses autres régions d'Afrique. On passe maintenant au dernier grand pilier, celui qui touche à l'immatériel, mais qui est tout aussi fondamental, les liens qu'on trouve dans la langue, la philosophie et l'art. Pour Diop, la preuve ultime, la plus solide de toutes, c'est la langue. Il a consacré une énorme partie de sa vie à prouver qu'il y a une parenté génétique entre l'égyptien ancien et des langues parlées aujourd'hui, comme le Wolof. Et le point crucial à comprendre, c'est que ça va beaucoup plus loin que quelques mots qui se ressemblent. On parle de la structure même des langues. La grammaire, la façon de former les mots, la conjugaison, c'est vraiment l'ADN linguistique qui serait commun. Côté philosophie, Diop perçoit aussi une vision du monde commune. Un état d'esprit qu'il décrit comme optimiste, joyeux et surtout très ancré dans la vie terrestre. Le but du jeu, si on peut dire, ce n'est pas de chercher son salut dans un au-delà lointain, mais de trouver l'harmonie et l'épanouissement ici et maintenant. Et cette philosophie, on la retrouve complètement dans l'art. On est à des années-lumière du concept occidental de l'art pour l'art. L'art africain traditionnel est utile, il est social. Un masque, par exemple, n'est pas conçu pour être admiré sur le mur d'un musée. Il est fait pour être porté, pour être dansé, pour être vécu par toute la communauté pendant un rituel. Il a une fonction. Et voilà. Quand on met toutes ces pièces ensemble, on voit apparaître un tableau d'une cohérence assez bluffante. Le matriarcat, la royauté sacrée,
La langue, la pensée, tout ça, ce ne sont pas juste des éléments isolés, des coïncidences. Pour Diop, ce sont les piliers d'un seul et même édifice culturel, un édifice immense dont les fondations ont été posées il y a des milliers d'années sur les bords du Nil. Au fond, le projet de Cheikh Anta Diop, c'était de redonner au continent africain la conscience de sa propre profondeur historique, de son unité. Alors forcément, ça nous amène à une question pour aujourd'hui. Quel impact est-ce que ça peut avoir de prendre conscience de ce passé commun sur le présent et surtout sur l'avenir du continent? La question, bien sûr, reste ouverte.